tout le monde, c'est Émeric et bienvenue pour cette émission spéciale de la CNMSS en partenariat avec Skyrock PLM. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel, la santé sexuelle. Et pour en parler avec moi, 3 expertes. Je vous présente Gabrielle qui est gynécologue. Bonjour. Bonjour, gynécologue des armées en plus, c'est important Tout à de fait. préciser. Nous avons Christelle également qui est avec moi, chef du service psychologique de la Marine nationale. Bonjour. Bonjour. Et Cécile qui est infectiologue à l'hôpital Lavant du côté de Marseille. Bonjour. Merci à vous. Alors première question toute simple. Pourquoi il est important de parler sexualité justement aux militaires ? Alors c'est important parce que la sexualité, c'est quelque chose qui concerne tous les adultes. C'est quelque chose qui est vraiment lié au bien-être et à la santé en général. Donc c'est important pour les adultes et c'est encore plus important quand on est militaire parce qu'on est confronté à des contextes particuliers. Notamment quand on est en mission, on est confronté au stress de la mission qui peut avoir un impact sur la façon dont on se sent, la façon dont on est avec les autres. Et puis également, on est confronté à une grande promiscuité. Donc tout ça peut poser des questions que pour le coup, tous les adultes ne se posent pas. Et c'est pour ça que ça nous semble particulièrement important d'aborder ces sujets pour les militaires. Ouais, c'est-à-dire que la vie sexuelle des militaires va être justement conditionnée différemment. Certainement. Ouais. Il y a certains sujets qui seront comme tout le monde, Oui. Mais il y a les circonstances particulières de l'exercice militaire font que certaines questions se posent différemment et ça mérite d'y apporter des réponses adaptées. Quels sont justement les éléments clés pour être bien dans sa sexualité ? L'OMS détermine 3 grands axes par rapport à ça, qui sont l'autonomie, donc on pourrait aussi exprimer par la liberté, la sécurité, donc tout ce qui est prévention des risques, notamment d'infections sexuellement transmissibles ou bien de grossesse non désirée, et puis la satisfaction. Il ne faut pas oublier quand même que la sexualité, c'est une activité qui procure du plaisir, donc il ne faut pas perdre ça de vue, et justement, que ce ne soit pas seulement abordé sous l'axe de quelque chose de prévention des risques qui peuvent être vécus comme répressifs, oui. Mais vraiment ne pas perdre de vue que c'est un élément de bien-être et de santé qui doit être pris en compte de façon positive. On parle de respect. Est-ce qu'il existe justement des droits de manière purement légale en matière de sexualité ? Oui, alors l'Organisation mondiale de la santé fait décliner les droits de la personne en général qui se reportent sur les droits à la sexualité, effectivement, tout ce qui est liberté, non-discrimination, oui. Égalité, effectivement, respect de l'autre, ça s'applique à la sexualité. Et effectivement, toute la législation aussi française que par rapport à la non-discrimination, à la protection contre les violences, à la protection aussi de chaque individu. Effectivement, le droit à l'information, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au respect de sa vie privée, ça s'applique aussi à la sexualité. On parle beaucoup du terme consentement. Comment on pourrait le définir ? En quoi consiste le consentement dans une relation ? Le consentement, c'est l'accord volontaire qu'une personne va donner pour un acte. C'est-à-dire que l'acte ne doit pas être forcé, ne doit pas être contraint. Et dans la sexualité, ce consentement, il est essentiel parce qu'il doit avoir lieu à tout moment, dans n'importe quel lieu. Et ce consentement doit être recherché vraiment par chaque partenaire dans le couple vis-à-vis de l'autre. Et il faut savoir que ce consentement, il existe pour tout acte et pour toute partie dans l'acte. C'est-à-dire qu'il peut être retiré aussi par les partenaires à tout moment au cours de la réalisation de l'acte. Comment on peut s'assurer que l'autre est consentant ? Alors là, c'est toute une attitude d'attention et d'écoute vis-à-vis de l'autre, parce qu'effectivement, le consentement, ce n'est pas juste s'assurer que la personne refuse ou rejette, c'est vraiment quelque chose de positif. Il faut que le consentement soit manifesté par l'autre personne. Alors parfois, c'est difficile de pouvoir discerner ça, parce que dans certaines situations, la parole est évidente, la personne va dire oui, va acquiescer, va le verbaliser, et parfois, ce sera juste un petit signe, un petit geste qui va montrer qu'effectivement, on est plutôt d'accord ou pas d'accord avec l'acte. Donc vraiment, il faut rechercher, être très attentif, écouter, regarder l'autre, être attentif au moindre de ses gestes pour savoir effectivement si l'autre est consentant ou pas. Parce que parfois, la manifestation du non-consentement, elle va se faire par rapport à une petite mimique, un petit geste. Donc vraiment, l'attention, l'écoute, le respect de l'autre et la communication avec l'autre. Ce qui est important dans le consentement, c'est que c'est basé sur la communication. Voilà. Et c'est vrai que parfois, quand on parle de consentement, ça peut être vécu comme un frein par certaines personnes. Parfois, c'est mal compris et on peut dire « je ne peux pas faire ce dont j'ai envie ».
vit. En réalité, c'est une question de communication et au contraire, des relations mutuellement consenties. C'est la clé d'une confiance mutuelle qui va mener à une satisfaction des deux côtés, qui est quand même le but à atteindre. Donc la communication et le respect de l'autre, c'est vraiment ce qui doit être la clé en fait de relations sexuelles épanouies. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en vue, toujours d'un point de vue positif. Le consentement, c'est très important pour avoir des relations sexuelles épanouies, parce qu'on sait tous que quand on a un partenaire qui est bien dans ce qu'il fait, c'est plus agréable que si on sent qu'il n'est pas forcément avec nous. Donc voilà. Cette émission spéciale, on parle de la sexualité, mais est-ce qu'il faut parler de la sexualité ou des sexualités ? Alors on peut parler des sexualités parce que chaque sexualité est spécifique à chacun en fonction de son histoire de vie, de son vécu, de son désir, de ses envies. Donc il y a tout type de sexualité et il ne faut pas appliquer des stéréotypes ou des représentations qu'on puisse avoir. Il faut vraiment pouvoir échanger et communiquer avec l'autre parce que chacun a vraiment sa sexualité qui est spécifique. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, et là aussi, la communication, mais se connaître soi-même, c'est important. Puisqu'on l'a dit, dans la sexualité, il y a des facteurs sociaux, des stéréotypes qui sont véhiculés. Parfois, notamment, si on est dans un milieu très masculin, il y a certaines images auxquelles on veut forcément se conformer. La question qu'il faut se poser, c'est moi, qu'est-ce qui me convient ? Et respecter toutes les positions des personnes autour de soi aussi, que ce soit pour l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Comme le disait Gabriel et comme le disait Christelle tout à l'heure, ce qui est très important en termes de sexualité, c'est vraiment le respect. C'est le respect de soi-même, puisque quand on se respecte soi-même, par défaut, on respecte les autres. On parlait également de stéréotypes de genre. L'armée est un milieu extrêmement masculin, bien que de plus en plus féminisé, et de vieux stéréotypes demeurent, continuent de circuler. Par exemple, le fait qu'une femme puisse avoir du désir et des conquêtes et des relations sexuelles, ça peut être mal interprété, ça peut être considéré de manière extrêmement négative dans un milieu masculin, alors qu'au contraire, le stéréotype masculin, celui de la virilité, c'est vraiment le fait que un homme qui va avoir plusieurs conquêtes sexuelles va être un dragueur, va être un séducteur, alors que ça n'est pas du tout interprété comme ça chez les femmes. Et ça, c'est un vrai problème, parce que même si les choses ont progressé dans la société française et dans le monde, fort heureusement, même si les choses progressent dans l'armée, ces stéréotypes persistent. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ces stéréotypes, en fait, ils peuvent être à l'origine de souffrances. Et si on revient au respect, si on respecte soi et qu'on respecte l'autre, ces stéréotypes, on va réussir à les gommer. Et fort heureusement, l'armée se féminise un peu. Est-ce que vous avez des statistiques justement sur Bien sûr, c'est l'armée la plus féminisée d'Europe, une des armées les plus féminisées du monde. On est aux alentours de 17% de femmes dans l'armée, avec, vous le savez, des unités jusqu'à présent qui étaient non féminisées, qui ont été ouvertes aux femmes, notamment les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins depuis 2018. Et c'est vraiment un effort qui se poursuit. Avec le plan mixité-égalité, c'est vraiment important que les femmes soient intégrées dans l'armée et se sentent à l'aise. Et quand on parle de ça, on parle évidemment de tout ce qui est problématique de discrimination liée au genre, parce que malheureusement, ça existe partout et donc ça existe forcément dans l'armée. Et puis tout ce qui est violence sexuelle et sexiste, qui sont aussi malheureusement un sujet de société actuellement. On parle de l'orientation sexuelle à présent. Est-ce que on a toujours la même orientation sexuelle tout au long de notre vie ? Alors l'orientation sexuelle, c'est quelque chose aussi qui peut évoluer au cours de la vie, à l'adolescence en règle générale. Il peut y avoir des interrogations et des expériences de vie vont aider à se forger dans le temps, forger justement son orientation sexuelle, mais elle ne reste pas figée non plus au cours de la vie. Elle peut se modifier, évoluer tout au long de la vie. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps, qui est prédéterminé et qui reste figé. Et peut-être qu'on peut aussi redéfinir l'orientation sexuelle et les identités de genre, parce que ça arrive qu'il y ait des confusions par rapport à ça. Oui. L'orientation sexuelle, finalement, c'est par quelle personne on est attiré. Donc on peut être hétérosexuel, on peut être homosexuel, on peut être bisexuel. C'est vrai que maintenant, c'est un sujet qui s'est libéré ces dernières années. Donc les gens en parlent plus volontiers. Là encore, c'est toujours une question de respect.
chacun est libre de vivre sa sexualité telle qu'il entend, à partir du moment, bien entendu, où il respecte l'autre et où il est avec des partenaires majeurs et consentants. Mais finalement, c'est la seule règle à respecter. Et le choix de chacun, ça fait partie de quelque chose d'intime, donc qui ne justifie pas d'être exposé si la personne ne souhaite pas en parler et qui doit toujours être respecté. Est-ce que l'homosexualité est plus dure à vivre dans les armées qu'ailleurs, que dans la société en général? C'est difficile de répondre à cette question. Je ne crois pas qu'il y ait d'enquête sur le sujet. De votre point de vue? Il y a peut-être des éléments, on sait que dans les milieux où la virilité est très mise en avant, parfois il y a des stéréotypes qui font que l'homosexualité masculine notamment, ça peut être pas très positif, il faut le dire, et ça, il faut rappeler que c'est interdit par la loi, c'est une discrimination de stigmatiser quelqu'un en fonction de son orientation sexuelle. Ça fait quand même un certain temps que l'homosexualité est plus punie par la loi en France, et il en va de même pour l'identité de genre, depuis 2016, on peut choisir son genre. On n'est plus obligé de se faire opérer quand on décide de changer son genre à l'état civil. Donc tout ça, c'est des choses importantes à savoir. Là aussi, parce que les personnes transgenres dans l'armée, c'est probablement des situations particulières liées aux conditions de promiscuité, parfois. Oui. Mais encore une fois, la clé, c'est le respect de la personne, le respect de l'intimité de chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas à aller voir comment sont les organes génitaux des personnes. Inversement, on n'a pas à exposer ces organes génitaux à d'autres personnes. Donc c'est vraiment un respect mutuel. Passons maintenant au choix de la contraception et de la protection. Quels sont les points importants à retenir? Alors la contraception, finalement, comme tout un chacun. Alors la contraception, ça repose encore majoritairement sur les femmes. Oui. Donc c'est souvent les femmes qui vont se poser la question de quel moyen de contraception elles vont choisir. Vous connaissez le slogan, la meilleure moyen de contraception, c'est celui qu'on choisit, tout simplement. Ça reste souvent des médicaments ou des dispositifs médicaux et il n'y a pas un médicament qui convient à toutes les femmes parce qu'en fonction de l'efficacité, en fonction de ses conditions de vie, en fonction des effets secondaires, c'est vraiment une discussion à avoir avec son médecin généraliste ou sa sage-femme ou son gynécologue. Et puis prendre en compte également les contraintes opérationnelles des femmes militaires qui sont peut-être plus demandeuses d'avoir des moyens de contraception qui évitent les oublis notamment. Voilà. Et puis il y a des moyens qui permettent d'éviter en plus la transmission d'infections sexuellement transmissibles comme le préservatif masculin ou féminin. On va en parler justement. J'ai envie de savoir quels rapports sexuels peuvent transmettre des infections sexuellement transmissibles. Tout le monde ne le sait pas forcément. Alors il y a beaucoup de stéréotypes concernant le risque de transmission d'infections transmissibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les types de rapports, que ce soit des rapports génitaux, anaux ou oraux, type fellation ou cunnilingus, peuvent transmettre les infections sexuellement transmissibles. On a beaucoup entendu parler depuis maintenant 30 ans de prévention de l'infection par le VIH. Ouais. Le VIH se transmet surtout par les rapports anaux et les rapports vaginaux, beaucoup moins par exemple par la fellation. Mais par contre, il y a d'autres infections sexuellement transmissibles comme l'infection à chlamydia ou la syphilis ou même le gonocoque, qui est à l'origine d'une maladie qui s'appelle la blénorragie, qui peuvent très bien se transmettre également par des rapports oraux, comme par exemple la fellation. Et le problème, c'est que certaines personnes, qu'elles soient militaires ou pas, quand elles ont des rapports oraux exclusifs, et protègent uniquement, par exemple, les rapports vaginaux ou anaux, vont se dire qu'elles ne sont pas à risque d'infection sexuellement transmissible parce qu'elles ont eu, entre guillemets, juste des rapports oraux. Et ça, c'est une erreur de penser ça. Et le message, c'est qu'il faut se protéger par des préservatifs, effectivement, féminins, ce qui est rare, mais qu'on essaye de démocratiser, effectivement. Difficile, hein, c'est difficile, l'acceptabilité et surtout le coût de ces préservatifs féminins est élevé. Les préservatifs masculins et puis également un dispositif pour les rapports oraux qui s'appelle la digue dentaire. Donc il y a vraiment des façons de se protéger dans tout type de rapport sexuel. Ça veut dire, pour compléter, que si j'ai pas de symptômes, c'est quand même important de se dépister? C'est très important effectivement de se dépister. Et ce qu'il faut retenir en matière d'infections sexuellement transmissibles, ça peut paraître facile à dire, mais en fait c'est difficile, c'est qu'en fait il n'y a pas de honte à avoir. Les IST, puisque c'est comme ça qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles de manière condensée, sont souvent qualifiées de maladies entre guillemets honteuses.
Et c'est vrai que c'est ce qu'on observe. Enfin, je suis infectiologue et je vois régulièrement, soit aux urgences, soit en consultation spécialisée, des personnes qui ont été exposées à un risque d'infection sexuellement transmissible ou qui sont porteuses d'infections sexuellement transmissibles. Et souvent, quand je les vois arriver, même dans l'intimité du bureau médical, alors que je porte une blouse blanche, je les vois la tête baissée parce qu'ils ont ce sentiment de honte. C'est comme ça, c'est un fait, et on essaye de lutter contre ça. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour lutter contre ça. L'idée, c'est vraiment que les IST, ça concerne tout le monde, et qu'il n'y a pas de honte à avoir. À partir du moment où on consulte un professionnel de santé, le professionnel est là pour nous écouter, nous conseiller, nous prescrire les examens nécessaires et nous donner un traitement sans jugement, sans préjugés et jamais sans jugement. Et ça, c'est vraiment très important à retenir. Où est-ce qu'on peut se faire dépister ? Alors, partout. On pourrait dire ça comme ça maintenant, effectivement. Quand on est militaire, on va commencer comme ça. On peut consulter, bien évidemment, un médecin de son antenne médicale en consultation ou au cours d'une visite médicale périodique. Ça peut être un des moments où on peut aborder, même la visite médicale périodique peut être un des moments où on peut aborder avec son médecin militaire la sexualité. Si on a le sentiment d'être à risque, on peut en parler avec son médecin. Je rappelle que les médecins militaires sont tenus au secret médical et professionnel. C'est important de le dire. Et qu'on peut et qu'on doit leur en parler. Après, pour certains militaires, on sait que c'est potentiellement difficile, que pour certaines personnes, ça n'est pas forcément le lieu, qui préfèrent se confier à d'autres personnes, à d'autres professionnels. Donc ça peut être son médecin généraliste. Ça peut être également un centre de dépistage anonyme et gratuit, comme ce qu'on appelle les CGIN maintenant. Depuis plusieurs années, on peut directement se présenter dans un laboratoire d'analyse médicale si on a moins de 26 ans pour bénéficier d'une sérologie VIH gratuite. Ouais. Et depuis septembre 2024, on peut également se présenter non seulement pour bénéficier d'un test pour le VIH, mais également pour d'autres maladies sexuellement transmissibles comme l'hépatite B, la syphilis, le chlamydia et le gonocoque. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités de se faire dépister. Et puis également, c'est dans un domaine médical, mais on peut également s'acheter un autotest dans une pharmacie pour vis-à-vis de plusieurs infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Je pense que c'est important de rappeler que l'intérêt de se dépister, même quand on n'a pas de symptômes, c'est qu'il y a beaucoup de maladies d'infections sexuellement transmissibles qui ne sont pas ou peu symptomatiques. Par exemple, les chlamydia qui peuvent rester très longtemps asymptomatiques chez les femmes, mais qui peuvent néanmoins laisser des séquelles au niveau des trompes avec des risques d'infertilité et des choses comme ça. Et puis également les premiers stades de l'infection à VIH qui peuvent être complètement asymptomatiques. Donc la seule façon de savoir si on a quelque chose qu'on risque de transmettre, c'est vraiment de faire ces dépistages. Vous avez une anecdote en particulier, par exemple ? Oui, j'ai une anecdote au cours d'un cours, puisque je fais pas mal de cours en maladies infectieuses, au profit de soignants, infirmiers et médecins du service de santé, et avec des jeunes infirmiers qui allaient être affectés dans les forces. On parlait justement infection sexuellement transmissible. Et ce que je disais lors du cours, c'est que la difficulté pour tout le monde, et les militaires n'échappent pas à cette règle, c'est de se dire « suis-je à risque ou pas ?» Ce qui est, je pense, une mauvaise façon en termes d'IST d'envisager le problème. On connaît les chiffres, on sait très bien que la population générale en France de moins de 26 ans est à risque de manière globale d'infections sexuellement transmissibles, notamment d'infections à chlamydia, qui sont à l'origine de troubles de la fertilité à long terme, puisqu'on peut avoir, par exemple, les femmes peuvent avoir ce qu'on appelle des salpingites, donc des infections des trompes, ne pas du tout avoir de symptômes pendant plusieurs années, et en fait se rendre compte plusieurs années après qu'elles ont eu une infection à chlamydia, puisqu'elles ont des troubles de la fertilité, qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Tout le monde est en fait concerné. La question, c'est comment savoir si on est à risque. Tout le monde est en fait à risque à partir du moment où il a une vie sexuelle et qu'il ou elle a eu des rapports non protégés. Simplement. Donc, il faut se protéger. Ouais. Pour en revenir à mon anecdote que je voulais vous raconter, du coup, je parlais de cette notion de risque, de sentiment de risque lors d'un cours. Et on sait très bien, dans de nombreuses études, que à partir du moment où on n'appartient pas au même groupe social, on va avoir une perception du risque, notamment en termes de sexualité et du fait d'avoir potentiellement des infections transmissibles, qui est très différent
est beaucoup plus élevé par rapport au fait d'appartenir au même groupe social. Or, l'armée, c'est un immense groupe social de plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui. Donc, je racontais cette notion-là lors de mon cours et j'essayais de faire réfléchir l'amphithéâtre en disant mais pourquoi est-ce que dans les armées, par exemple, les relations sexuelles non protégées entre militaires sont considérées par les militaires eux-mêmes comme moins à risque? Et là, il y en a un qui lève la main, qui fait « Colonel, c'est parce que c'est la famille ». Et ça a fait rigoler tout l'amphi. Donc, je lui ai dit que je gardais cette anecdote. La famille au sens large, hein, on ne parle pas de famille, compris, oui. Mais voilà, la grande famille de l'armée. Et effectivement, cette notion de risque est complètement effacée par le fait d'appartenir à un même groupe. Social, ouais. Alors, si un militaire il a un rapport sexuel à risque, mais en mission, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est consulter rapidement. Ouais. Le problème qu'on identifie, en fait, c'est que beaucoup de militaires, plus de la moitié des militaires qui ont un rapport sexuel à risque en mission, vont consulter tardivement, c'est-à-dire au-delà d'un délai de 2 jours, puisque ils finissent par se réveiller, entre guillemets, discutent avec leurs collègues et se rendent compte qu'ils ont eu une exposition sexuelle potentiellement à risque. Donc le message, c'est si vous avez un doute vis-à-vis d'une exposition sexuelle à risque, n'hésitez pas à consulter rapidement et dans un délai de moins de 2 jours. D'accord, dans les 48 heures de préférence. Exactement. Idéalement. Dans les 48 heures de préférence. Dans les 48 heures. Partout, en mission, que ce soit dans les rôles 1, dans les rôles 2, le service de santé a mis en place un dispositif de prise en charge des accidents d'exposition sexuelle. Donc le fait d'avoir des rapports non ou partiellement protégés avec un ou une partenaire occasionnelle et qui potentiellement a pu exposer au VIH ou à d'autres infections sexuellement transmissibles. On a ce dispositif qui est en place partout avec des médecins qui sont formés à cette thématique, des infirmiers qui sont formés à cette thématique, possibilité d'avoir sur place, puisque ça fait partie des dotations qu'il y a dans tous les rôles 1 et tous les rôles 2, d'avoir accès à un traitement post-exposition vis-à-vis du VIH qui est pris en charge en mission de manière gratuite puis remboursée par la CNMSS. Le message, c'est vraiment consulter vite et il y a des moyens de prévenir une éventuelle infection par le VIH. Et puis, de la même façon, par les dépistages, un suivi est mis en place. Et si on dépiste une infection sexuellement transmissible autre que le VIH dans les suites de cette exposition sexuelle à risque, on le dépiste tôt et on va pouvoir le traiter tôt puisque les antibiotiques, par exemple, vis-à-vis du chlamydia et du gonocoque, font également partie des dotations qui sont en place sur les théâtres d'opération. Je pense qu'on peut parler d'un frein éventuel pour ces consultations en cas d'infection de rapport à risque. Peut-être que les militaires n'osent pas consulter par peur d'un jugement moral ou parfois même peut-être de punition. Hein. Il faut vraiment qu'ils soient convaincus, et encore une fois, on est là pour le dire, que le personnel soignant militaire est soumis au secret médical. D'accord. Donc ne pourra pas punir, ne pourra pas juger. Non, puisqu'on est soumis au secret médical d'une part, et d'autre part, la loi française s'applique à tout le monde, et la loi française dit qu'on a le droit au respect de sa vie privée. Donc, tant que une exposition sexuelle à risque, c'est quelque chose qui peut faire partie de sa vie privée. Après, évidemment, quand on reste de la loi, il faut bien distinguer ce qui relève de la vie privée et ce qui relève des actes condamnables comme les agressions sexuelles et les viols, évidemment. Mais si on reste, encore une fois, on va le répéter plusieurs fois, mais dans des rapports respectueux des deux partenaires et consentis, il n'y a pas de jugement moral à porter. Et en tout cas, nous, en tant que médecins, notre métier n'est pas de porter un jugement moral. Notre métier est de soigner les gens et pour ça, c'est indispensable de ne pas avoir de jugement. Et il faut que les militaires en soient convaincus, notamment pour ce type de problématique. Je voulais intervenir dans ce sens en disant qu'effectivement, pour tout militaire en mission, il y a un médecin militaire, un infirmier militaire qui sera à proximité, qui sont soumis à ce secret médical. Et il faut qu'il y ait une relation de confiance, évidemment, entre le personnel militaire et le personnel de santé du service de santé des armées, pour savoir qu'effectivement, il peut aller confier tout ce qu'il a à dire et que il sera entendu, écouté et que tout ce qu'il pourra délivrer aux médecins sera couvert par le secret médical. Pourquoi il faut particulièrement être vigilant lorsqu'on expose sa vie, si on expose sa vie sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, Internet, les réseaux sociaux,
De façon générale, sont des pourvoyeurs d'informations qui peuvent être très intéressants. On peut effectivement se renseigner sur la sexualité, les pratiques sexuelles à travers d'Internet. Parfois, ça peut être un peu difficile d'aller poser la question à des collègues ou à des personnes qu'on connaît. Et donc, on peut aller chercher ces informations. Donc, c'est une source effectivement très intéressante. Mais ça représente aussi un danger, les réseaux sociaux, parce qu'on va aller exposer justement son intimité, sa vie privée sur Internet. Parfois, on ne sait pas à qui on s'adresse et effectivement, c'est un grand danger si on va exposer des photos, des images de soi qui peuvent représenter des parties intimes, qui peuvent être divulguées sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ça peut représenter un danger important. Est-ce que quelqu'un veut compléter peut-être ? Je pense que comme pour toute utilisation des réseaux sociaux, on est bien conscient que ça fait partie de la vie des personnes et notamment quand on est jeune. On ne peut pas dire aux gens n'allez pas sur les réseaux sociaux. On sait aussi qu'il y a des nouvelles techniques de séduction, notamment tout ce qui est sexting. Et voilà, il ne faut jamais perdre de vue le mauvais usage qui peut en être fait. Et donc quand on envoie une photo, se dire est-ce que je suis sûre que la personne ne va pas en faire un mauvais usage, c'est-à-dire le diffuser à des gens à qui je n'ai pas envie que ce soit diffusé. Et également quand on regarde des contenus pornographiques par exemple, se poser la question de quel est le message véhiculé parce que je regarde. Alors peut-être qu'on n'intellectualise pas autant quand on regarde un contenu pornographique, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question. Malheureusement, la pornographie, ça véhicule très souvent des images violentes vis-à-vis des femmes notamment, et des pratiques sexuelles qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Et c'est important d'interroger ça et peut-être d'arrêter de regarder certains contenus extrêmement violents et pas respectueux de la personne humaine. Il commence à avoir heureusement du porno éthique maintenant, du porno aussi réalisé par des femmes. Et qui est peut-être plus approprié. Tout à fait. Toujours se poser la question du respect de la personne humaine, même au-delà du genre et de l'orientation sexuelle. C'est vraiment la personne humaine qui doit être respectée. Je voulais juste ajouter, effectivement, tu parlais tout à l'heure de faire attention à ce que les photos ou les images de soi ne soient pas divulguées sur les réseaux sociaux, être très attentif aux destinataires déjà, à qui on envoie ces images-là, de l'identité du destinataire, et peut-être faire attention aussi à qu'on puisse ne pas être identifié trop facilement aussi, éviter d'envoyer des photos où on puisse reconnaître le visage ou alors le nom en intégralité qui soit aussi envoyé. Donc vraiment vigilance à toutes ces choses-là. Est-ce que les militaires sont confrontés aux violences sexistes et violences sexuelles ? Malheureusement, évidemment que oui. Ouais. Puisque c'est un sujet de société et ça existe dans toutes les institutions et dans tous les milieux de la société. Il y a une prise de conscience ces dernières années avec beaucoup de sujets qui ont été très médiatisés dans divers milieux. Dans les milieux artistiques, ça a commencé avec le cinéma, dans les entreprises. Il y a eu ces derniers mois également des choses qui sont apparues dans l'armée. Donc je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. L'armée, c'est comme le reste de la société et ces violences existent. Et il faut en être conscient et faire au maximum pour que ça existe de moins en moins. Et ça passe notamment par une éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles, qui malheureusement n'est pas mise en œuvre à l'école, comme ça devrait l'être. Donc je pense qu'il y a un travail réel à faire au sein des armées. L'éducation civique, éducation sexuelle notamment ? Alors, c'est pas l'éducation civique. Vous savez que normalement, au cours de la scolarité, il devrait y avoir 3 séances d'éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles. C'est prévu par la loi. En pratique, 90% des élèves ne l'ont jamais. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça devrait, c'est pas le cas du tout. Ça n'a pas lieu. C'est la majorité. Et c'est vrai que ces problématiques-là, vous imaginez bien que quand on est jeune, qu'on vit en milieu où il y a souvent une très grande promiscuité, où il y a aussi des stéréotypes très forts, notamment par rapport à la virilité, par rapport à ce que devrait être une femme et ce que devrait être un homme, c'est des situations qui sont à risque, malheureusement, de violences sexuelles et sexistes. Et je pense que c'est très important d'en prendre conscience et de voir comment diminuer au maximum ce risque. Et encore une fois, en respectant chaque personne et en prenant soin de ne pas heurter ou de blesser les autres par des propos ou des actes qui peuvent être très mal vécus. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la portée des paroles qu'on peut avoir, notamment dans un groupe. Surtout sous couvert d'humour. Sous couvert d'humour plus ou moins déplacé. Bien sûr.
certaines personnes font de l'humour et certaines personnes font des blagues. Et à partir du moment où il y a un consentement à la blague, quel que soit son caractère graveleux, entre guillemets ou pas, quand on est entre amis, qu'on se connaît et qu'on consent à cette blague, il n'y a pas de problème. Mais on n'imagine pas toujours la portée que peuvent avoir des propos, donc en groupe, des blagues à caractère sexiste ou sexuel. Si on ne connaît pas la personne en face et que par défaut on ne la respecte pas, on ne sait pas du tout comment ça va être perçu et quel impact ça peut avoir sur le court terme. Et puis après, par effet de groupe, ce que ça peut donner en termes de rumeurs, etc. Le fait que des rumeurs justement sur la sexualité, etc., qui partent de blagues de plus ou moins bon goût, voire de très mauvais goût, peuvent détruire quelqu'un complètement. Et qu'elle ne va pas trouver, elle va se dire que dans le groupe, qu'elle va être rejetée du groupe et va se retrouver complètement mise à l'écart et en situation de détresse, en partant à la base de ce que les autres considèrent comme, entre guillemets, une bonne blague. Il faut vraiment réfléchir à ça et toujours peser quand on aborde ce type de sujet. Qui est la personne qui est en face de moi ? Est-ce qu'elle est prête à recevoir ce que je suis en train de dire, oui ou non. Si on a fait une erreur et qu'on voit que la personne en face, qu'on la regarde, qu'on la respecte et qu'on a un minimum d'empathie, on peut voir qu'on l'a choquée. Et à partir du moment où on va discuter avec elle et qu'il y a un échange, la situation peut tout de suite être réglée. Mais par contre, si on continue et qu'on ne respecte pas cette personne et qu'on n'est pas prête à l'écouter, c'est là qu'il y a potentiellement des drames qui peuvent survenir. Et c'est là où on voit la différence qu'il y a justement entre l'éducation et la censure. C'est qu'on pourrait se dire finalement on va résoudre le problème des violences sexuelles en interdisant complètement tous les propos qui peuvent être vécus à caractère sexuel, voire même toutes les relations affectives. Ouais. Finalement, ce n'est pas la solution parce qu'une relation affective qui se passe bien, donc entre deux personnes adultes et consentantes, c'est quelque chose de plutôt bénéfique et qui a priori n'aura pas d'impact autour. C'est vraiment très important de distinguer ça d'une situation qui va mener à des violences ou des insultes. Et c'est là que l'éducation rentre en ligne de compte. D'en revenir encore en consentement, à partir du moment où on parle de consentement, c'est admettre que certaines choses que soi-même on admet, d'autres personnes ne vont pas l'admettre et respecter cette position-là. Donc vraiment l'importance de l'éducation pour les jeunes militaires. Mais c'est pourquoi il faut être très attentif et très à l'écoute, effectivement percevoir chez l'autre le malaise que ça peut induire, parce qu'on peut soi-même penser que s'il s'agit d'une blague à caractère sexiste, voilà, ça ne posera pas de problème, mais si la personne se sent mal à l'aise, ça va aussi se voir et il faut vraiment être attentif à ça. Et il faut voir que le ressenti, le vécu de chaque personne est aussi très singulier en fonction de ce qu'elle a pu vivre auparavant, des antécédents. Par exemple, pour le harcèlement sexuel, quelque chose, un acte qui peut paraître assez minime pour une autre personne peut faire écho à des choses beaucoup plus violentes qui ont été vécues par le passé. S'il s'agit d'une personne qui a vécu des antécédents de harcèlement sexuel, qui a vécu dans l'enfance ou dans l'adolescence des abus sexuels, l'écho que ça va répercuter va être immense. Donc il faut vraiment avoir notion que le ressenti de chaque personne est vraiment lié à son histoire de vie, à ce qu'elle a pu subir auparavant aussi. Et être respectueux de ça. C'est pour ça qu'il faut effectivement être à l'écoute et le danger vis-à-vis de ce type de comportement, ce sont justement les groupes sur les réseaux sociaux. Par exemple, les groupes WhatsApp où au travail, on va être plusieurs sur un groupe WhatsApp et des blagues, entre guillemets, peuvent être envoyées. Si on est encore une fois, entre amis, qu'on se connaît très bien, que ça fait des années qu'on se connaît, on sait comment ça va être perçu. Par contre, ces groupes, ils peuvent avoir pour membres des personnes d'origine très diverses, avec une éducation très diverse, un passé, comme vient de le dire Christelle, très divers, et qui vont avoir une perception extrêmement différente des blagues, entre guillemets, qu'on peut envoyer. Mais autant, quand on est en face de la personne, on peut, si on y prête attention, saisir qu'il y a un malaise, autant sur un groupe, on ne va jamais le voir. Et pour autant, on peut être à l'origine d'un traumatisme ou du réveil d'un traumatisme antérieur.
J'ai un exemple très récent d'une patiente, effectivement, militaire, qui avait vécu une situation un peu complexe et qui a très mal perçu un message sur WhatsApp d'un de ses collègues qui était une blague à caractère sexiste. Et elle, avec le passif qu'elle avait, effectivement, l'a pris directement pour elle. Et ça a réveillé chez elle des choses qui ont... Alors que pour les autres, ils ne s'en étaient pas rendus compte. Alors que les autres de son équipe ne s'en étaient pas du tout rendus compte, effectivement. Très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime de violences ? Alors, il y a plusieurs associations qui existent maintenant pour la prise en charge des victimes. Il y a notamment le numéro de téléphone, le 3919. Ouais. Spécifiquement à l'armée, il y a la cellule Thémis qui va notamment intervenir sur le plan disciplinaire et juridique. Et puis, encore une fois, on peut faire appel aux soignants militaires quand il y a besoin notamment de soins psychologiques ou gynécologiques plus particuliers et se renseigner aussi localement. Il y a de plus en plus d'associations d'aide aux victimes qui existent. Les armées ont mis en place cette année un plan de prévention et d'action justement pour lutter contre les violences sexuelles. Cette année précisément ? Oui, cette année. Super. Vous voulez préciser quelque chose ? J'ai quelque chose à préciser. Le fait de pouvoir contacter le 3919 ou la cellule Thémis ou un soignant des armées, ça peut être également en fonction de comment on le sent, évidemment un soignant civil ou une autre ressource. Ça concerne le fait d'avoir vécu soi-même une situation de violence sexuelle ou sexiste, mais si on en a été témoin. Ça, c'est vraiment hyper important de se dire que la personne elle-même qui est victime ne va pas toujours être en capacité d'alerter elle-même pour plein de raisons. Et dans ces cas-là, si on est proche d'elle, plus ou moins proche, ça peut être un ami très proche, mais également un collègue de travail. Oui. Si on a le sentiment, en ayant discuté avec la victime, qu'elle ne va pas elle-même pouvoir chercher des ressources, on peut l'aider en contactant la cellule Thémis ou le 3919. Dans les armées aurait été mis en place aussi un réseau de référents mixité en fait, qui sont formés à l'écoute et qui sont aussi formés pour écouter les personnes victimes de violences sexuelles et sexistes. Donc les militaires peuvent aller justement se confier auprès de ces référents mixité et normalement il y en a un dans chaque unité. Je pense que c'est important aussi de distinguer deux types de prise en charge des victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la prise en charge du soin et de l'accompagnement médical et d'autre part tout ce qui est prise en charge juridique, notamment est-ce qu'il va y avoir des sanctions par rapport à l'auteur, est-ce qu'on va porter plainte. Évidemment qu'on peut faire les deux. Mais il y a beaucoup de victimes qui, pour diverses raisons, n'ont pas envie de porter plainte, n'ont pas envie que ce soit connu du commandement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter, parce qu'on sait tous que c'est un parcours qui est très difficile quand on est victime. Mais il ne faut absolument pas que le fait de ne pas vouloir porter plainte, ça coupe des soins. Parce que le plus souvent, on a besoin de soins psychologiques, on a parfois aussi besoin de soins médicaux physiques, et que donc là encore, il y a une relation de confiance, et que les personnes qui ont été confrontées à ça, quand elles vont voir un médecin, quel qu'il soit, osent y aller, et qu'elles sachent que même si pour le moment, elles ne souhaitent pas porter plainte, ou que peut-être elles porteront plainte jamais, on va quand même s'occuper d'elles comme il faut, et leur apporter des soins. Et qu'en plus, elles ont le droit de changer d'avis aussi, qu'elles peuvent aussi porter plainte, et que ça peut être l'occasion, cette première consultation, de faire un certificat ou des constatations qui pourraient être utilisées ultérieurement. Mais je pense que ça doit être bien clair dans l'esprit des victimes qu'on les obligera jamais à porter plainte. On va les informer que c'est possible et c'est important qu'elles le sachent, mais il n'y a aucune obligation. Comment faire pour atteindre une sexualité satisfaisante ? Ça, c'est une question importante. Et j'aimerais avoir votre réponse, votre éclairage là-dessus. La clé, c'est vraiment le respect de soi-même, le respect de ses envies. Donc le facteur numéro 1, c'est se connaître soi-même. Donc connaître son orientation sexuelle, connaître les pratiques qu'on a essayées, qu'on souhaiterait essayer, ce qu'on veut bien faire, ce qu'on ne veut absolument pas faire, et être capable de le dire en toute confiance. Donc là, on parle dans le domaine du respect de l'autre. Si on veut être en confiance soi-même pour faire ce qui nous plaît, il faut qu'en miroir, on respecte l'autre et qu'on écoute ce qu'il veut, exactement en miroir de tout ce que je viens de dire. Et donc un respect mutuel, c'est vraiment la base de la satisfaction de l'épanouissement sexuel. Et donc la communication aussi, parce qu'effectivement, comme chacun a
ses propres désirs, ses propres envies. Il faut arriver à faire coïncider ses propres envies avec celles de l'autre. Donc la communication est essentielle pour arriver à trouver un terrain d'entente et avoir effectivement un épanouissement et une satisfaction dans sa sexualité. Et puis c'est le fait aussi, ça rejoint le fait de communiquer, etc., et puis d'être à l'écoute, c'est de se sentir en sécurité dans sa sexualité, dans la sécurité à la fois vis-à-vis par exemple des infections sexuellement transmissibles, mais aussi dans la sécurité du respect de son intimité et de ses envies et désirs. J'aimerais qu'on parle de l'IVG, l'accès à l'IVG militaire. Donc les femmes militaires, comme toutes les femmes françaises, ont un droit à l'IVG et vous savez que ça a été inscrit dans la Constitution cette année. Tout à fait. Ce que dit la Constitution, donc la Constitution c'est au-dessus de toutes les lois françaises, c'est qu'on ne peut pas empêcher l'accès à l'IVG. La question particulière qui se pose chez les femmes militaires, c'est qu'est-ce qui se passe si je découvre que je suis enceinte en mission, puisque sur le territoire français, comme n'importe qui, elle aura accès à un planning familial ou un service pour faire l'IVG. Donc oui, la grossesse en soi, c'est un motif d'évacuation de mission, puisque on ne dispose pas des moyens médicaux qui, à la fois, permettent de garantir un début de grossesse dans les conditions médicales satisfaisantes, et qui ne permettent pas non plus d'effectuer une IVG dans les conditions habituelles. Donc les patientes sont évacuées. Si elles sont rapatriées directement chez elles, elles peuvent avoir recours au site ivg.gouv.fr qui collige en fait tous les endroits avec les annuaires des services où on peut pratiquer les IVG. Comme les femmes doivent avoir un accès à l'IVG, il faut savoir que ça peut être un motif de MEDEVAC plus urgent pour rester dans les délais légaux d'IVG si la grossesse est découverte de façon un peu tardive, par exemple. Avant de se quitter, est-ce qu'on pourrait partager justement à celles et ceux qui nous regardent quelques ressources utiles pour ceux qui sont en train de regarder cette émission? Donc concernant le consentement, il y a une petite vidéo faite par Sexo Tuto dont vous trouverez le lien ici pour expliquer ce que c'est que le consentement. Et puis également plus largement en matière de santé sexuelle, vous pouvez consulter le site On s'exprime qui est très bien fait et qui aborde plusieurs sujets et encore d'autres qui ont été abordés ici. Il y a également le site questionsexualité.fr et sur le sujet plus précis des IST, le site SexoSafe. Et vous pouvez trouver sur le site Intradef du ministère des Armées les coordonnées de la cellule Thémis. Il y a aussi disponible, téléchargeable Vadémécom de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les coordonnées pour pouvoir joindre la cellule Thémis. Je tenais à vous remercier sincèrement, mesdames, pour tout cet éclairage sur toutes les questions qu'on a pu poser. Je vous rappelle qu'il faut consulter les professionnels et puis toutes les ressources dont on a parlé durant cette émission. Merci infiniment et à très bientôt pour une émission spéciale sur Skyrock PLM. Ciao.